Pour Bruxelles, l'édito. C'est une nouvelle semaine importante qui s'est clôturée hier soir au procès des attentats du 22 mars, une semaine pendant laquelle on a pu entendre les accusés répondre aux questions de la présidente et à celles des avocats sur le déroulement des attentats, mais aussi sur ce qui s'était passé avant ces attaques du 22 mars, ainsi que dans les jours qui ont suivi après les deux attentats. La première satisfaction, elle est importante, c'est que les accusés ont accepté de parler, qu'ils ont répondu à la plupart des questions, à l'exception d'Osama Krayem qui, depuis le début du procès, préfère garder le silence. On n'aura donc pas la version d'un des hommes clés de l'attentat du métro à Malbec, puisque Osama Krayem, c'est celui qui a fait demi-tour et renoncé à se faire exploser. Mais faute d'explication, on ne sait toujours pas pourquoi il a préféré prendre une autre direction. Si Krayem refuse de collaborer, les autres, en revanche, ont parlé. Et leurs explications sont riches d'enseignements sur ce qui s'est passé avant les attentats, sur le processus de radicalisation, sur leurs convictions qu'en frappant la population bruxelloise, ils répondaient aux attaques contre les populations civiles d'Irak et de Syrie. La loi du talion, où on tue des innocents pour répondre à d'autres massacres d'innocents. On a pu mesurer dans leurs paroles que l'idéologie de l'organisation terroriste État islamique restait quand même très présente, que leur vision du monde restait en grande partie façonnée par cette idéologie, que l'Occident c'était le camp du mal et qu'en frappant la population européenne, les terroristes visaient en réalité les décideurs européens. Sur le fond donc, pas de réel renoncement à la logique terroriste. Du côté des parties civiles, on reste en partie sur sa faim après ces interrogatoires. D'abord parce qu'il n'y a pas eu réellement de demande de pardon. Certains ont reconnu une part de responsabilité, comme Mohamed Abrini. D'autres ont exprimé des regrets, comme Sofiane Ayari. On a entendu des mots de compassion pour les victimes, mais pas de pardon ou d'excuses formulées comme telles. Ce serait reconnaître une culpabilité, a expliqué Salah Abdeslam ou Ali El-Haddad Assoufi. Et on peut ajouter à ce premier bémol un deuxième regret, c'est le flou entretenu par les accusés dès qu'on abordait des questions sensibles, le chef du commando, le commanditaire des attentats, ce que sont devenues les armes de la rue Max Rose. Sur ces questions-là, on n'a donc pas eu de réponse. Je ne suis pas une balance, a même précisé l'un des accusés. C'est donc un bilan en demi-teinte, mais plutôt que de voir le verre à moitié vide, on est tenté, nous, de souligner qu'il est quand même à moitié plein. Parce que le fait que les accusés parlent, c'était pas gagné d'avance. Quand on se rappelle les tensions du début de ce procès, le risque d'une chaise vide, d'accusés qui gardent le mutisme, c'était une hypothèse qu'on ne pouvait pas écarter. Et sans doute que le fait d'avoir entendu les victimes, leurs souffrances, d'avoir pu mettre des visages et des récits personnels derrière les explosions, a amené les accusés à desserrer la mâchoire. En retour, le fait d'avoir pu entendre ces accusés expliquer leur parcours, donner des explications, aura permis à ces victimes d'avoir un peu de compréhension des événements qui nous ont tous frappés il y a maintenant 7 ans. Et puis surtout, c'est capital. Ça permet d'abaisser la tension dans ce procès. Que tout le monde s'exprime, c'est le principe du débat contradictoire en cour d'assises, c'est comme ça que dans notre démocratie, on rend justice. Pas en posant des bombes, mais en jugeant des individus sur ce qu'ils ont fait, en leur laissant la possibilité de s'expliquer et même de se défendre.